Plus de 3 ans après le référendum en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la rupture n'est toujours pas consommée. Boris Johnson, fraîchement élu par les adhérents du Parti conservateur, est déjà mis en difficulté par le Parlement, repoussant une nouvelle fois les perspectives d'un Brexit conforme à la volonté du peuple. Malgré son échec à l'investiture de la République en marche pour les municipales de 2020 à Paris, le député et mathématicien Cédric Villani a décidé de faire bande à part, un acte d'indépendance qui pourrait constituer un obstacle majeur à son parti dans sa conquête de la capitale. Des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis se dressent contre le trafic de drogue qui pullule dans leur cité et jusque dans les cours d'école. Face à ce phénomène, le gouvernement gesticule mais ne mènera pas de politique de lutte contre les dealers de peur de voir les banlieues s'embraser. Madame, Monsieur, bonsoir. La tension monte pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique chargé de mettre en œuvre le Brexit a perdu sa majorité mardi. Un coup dur infligé par des conservateurs frondeurs pour revoir le calendrier et repousser une nouvelle fois l'échéance de la sortie de l'Union européenne. Boris Johnson va-t-il finir comme Theresa May? C'est la question que l'on peut se poser après le coup de force des députés conservateurs frondeurs mardi au Parlement britannique. Si certains parmi les rebelles semblent ni plus ni moins rêver d'un abandon du Brexit, ils affichent un objectif plus consensuel, éviter le no deal. Pour eux, Boris Johnson n'a pas l'intention de renégocier avec Bruxelles et souhaite mettre en œuvre la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE sans accord. Si Boris Johnson a décidé d'exclure du Parti conservateur les 21 députés qui ont voté contre lui, le revers qui lui a été infligé mardi ne facilitera pas la manœuvre face aux commissaires européens. Une position délicate pour le Premier ministre qui n'aura pas été arrangée par les médias. En effet, l'annonce de la prolongation des congés parlementaires de quelques jours par Boris Johnson a été montée en épingle et présentée par certains comme une menace pour la démocratie. Des accusations étonnantes alors même que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne il y a maintenant plus de 3 ans. Pour François Asselineau, le président de l'UPR, partisan du Frexit, le Premier ministre britannique fait les frais de la propagande habituelle. Ça fait partie de la propagande incessante dont sont abreuvés nos compatriotes. La construction européenne est une construction dictatoriale. On disait comment pouvez-vous dire ça, c'est la démocratie. Non, 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 non. Nous avons affaire à une véritable dictature, une idéologie au pouvoir, comme la construction du socialisme. Et fondamentalement, on a une utopie au pouvoir et qui n'accepte pas d'être remise en question, puisqu'elle prétend avoir, dans les deux cas, la construction du socialisme comme la construction européenne, elle prétend avoir découvert la loi de l'histoire. Sauf que l'histoire, elle a des ruses. La construction européenne, en fait, est une utopie qui va s'effondrer. Ceux qui font un coup d'État, c'est ceux qui, comme en ce moment Jérémy Corbyn à la tête du Parti travailliste, essayent en fait de tout faire pour maintenir le pouvoir dans les mains de l'oligarchie euro-atlantiste, bancaire, financière, qui a pris le pouvoir au Royaume-Uni comme elle l'a pris en France, contre le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai quand même un petit peu du mal à penser que ce soit fait spontanément. Je pense qu'il y a des forces considérables qui s'exercent derrière sur ces députés. Il faut peut-être même pas exclure d'ailleurs qu'il y ait des petites enveloppes qui circulent, parce que là, vous avez vu qu'hier, Boris Johnson a perdu sa majorité qui était à un député. Il y a un député qui s'appelle Monsieur Lee qui est passé au Parti libéral-démocrate d'une façon très ostentatoire, très médiatisée, sous les caméras. Tout ça avait été certainement prévu. On a affaire à des forces qui sont absolument considérables et qui vont tout faire, je l'avais d'ailleurs annoncé et prévu, qui vont tout faire jusqu'au dernier moment pour essayer de faire capoter le Brexit du 31 octobre. Un parcours semé d'embûches pour Boris Johnson, donc, mais qui ne sera pas forcément synonyme d'échec. Actuellement, nous avons un risque de coup d'État, c'est-à-dire que si les opposants à Boris Johnson arrivaient à leur fin, c'est-à-dire à reporter le Brexit jusqu'au 31 janvier 2020, jusqu'à un accord avec l'Union européenne, en fait, ils essaient tout simplement d'empêcher que le vote de 2016 produise ses effets, comme les européistes sont en fait des eurofascistes. Donc moi je pense que Boris Johnson, il est sur une position beaucoup plus ferme que Theresa May. D'abord, Boris Johnson, il est en faveur du Brexit. Alors Theresa May était contre. Donc Theresa May, elle torpillait ce qu'elle faisait semblant de négocier. Lui, il a pris des positions qui font qu'il ne peut plus, il a un peu brûlé ses vaisseaux, comme on dit, il peut plus faire machine arrière, il peut plus dire demain... Donc je pense que ça, cette force morale qu'il a acquise, lui donne quand même un soutien. Il y a aussi le soutien de la population britannique qui regarde ça. Et on voit bien qu'il est en train d'apparaître, à mon avis, comme peut-être un nouveau Churchill,
qui se heurtent à l'establishment. On va voir ce qui va se passer. Il y a des rebondissements heure par heure. Et on a appris donc qu'hier, il y a eu ce vote de la Chambre des communes qui va essayer de faire passer une loi pour empêcher un Brexit sans accord et pour reporter au 31 janvier 2020 le Brexit. Mais là, on apprend il y a quelques minutes que la Chambre des communes, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose. Ça s'appelle la Chambre des Lords. Et dans la Chambre des Lords, les Lord Brexiteers, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à un Brexit, semblent avoir prévu une stratégie pour contrer la stratégie de la Chambre des communes, avec toute une série d'amendements et de délais qui reporteraient le vote de la loi de façon spectaculaire. On est dans une espèce d'imbroglio, comment dirais-je, institutionnel, où finalement on s'y perd un petit peu. Mais je suis absolument convaincu que Boris Johnson et son entourage voient toutes les possibilités. La meilleure des solutions, je pense, ça serait peut-être d'en arriver aux élections générales que Boris Johnson, paraît-il, aurait prévu de faire le 14 octobre. Mais il faut pour cela les 2/3 de la Chambre des communes pour le valider. Si élection générale il y avait, vous savez qu'on a appris, c'était hier, je crois, cette décision tout à fait importante de Nigel Farage et de son parti du Brexit, qui a dit qu'il ferait passer l'intérêt supérieur de la nation par rapport à son intérêt de parti, et que si élection générale il y avait, le Brexit Party ne mettrait pas de candidat face au candidat du Parti conservateur qui se serait engagé sur un Brexit sans accord. Ça veut dire que l'on va en réalité vers une espèce d'accord électoral implicite, peut-être même explicite, entre le parti du Brexit de Nigel Farage, dont je rappelle qu'il est arrivé en tête aux élections européennes avec 34% des suffrages, et le parti et les conservateurs pro-Brexit de Boris Johnson. Un sondage récent indiquait que cette coalition pourrait obtenir 48% des suffrages. Et vous savez comment se passent les élections au Royaume-Uni. Ce sont des élections à un seul tour sur le système dit de winner take all, c'est-à-dire que celui qui arrive en tête, même s'il n'a pas la majorité des suffrages, remporte le siège. Ça veut dire qu'avec 48% des voix, peut-être qu'il pourrait avoir ce qu'on appelle en anglais un landslide victory, c'est un raz-de-marée en faveur de cette coalition qui aurait vu le jour sur l'affaire du Brexit sans accord. Cédric Villani, le facteur X de La République En Marche, lésé en juillet dernier par son parti lors de l'investiture LREM pour les élections municipales de Paris, le mathématicien et député de l'Essonne a annoncé sa candidature ce mercredi. Un caillou de plus dans la chaussure présidentielle en vue de sa conquête de la capitale, Thibaut Bastide. 1 + 1 qui font 2, le calcul est simple, pourtant il s'agit d'un casse-tête pour La République En Marche. 2 mois après avoir nommé Benjamin Griveaux candidat officiel à la mairie de Paris, La République En Marche doit à présent résoudre une équation dont l'inconnu se nomme Cédric Villani. Ce mercredi, le mathématicien et député de l'Essonne a annoncé sa candidature à l'hôtel de ville de la capitale. Une candidature alternative et indépendante qui pourrait semer la zizanie dans les rangs du parti présidentiel. En effet, la course à la mairie de Paris ressemble tout sauf à un long fleuve tranquille pour La République En Marche, alors que la conquête de la capitale devait se faire en douceur, eu égard au désastre de la mandature d'Anne Hidalgo. Ainsi, la candidature de Cédric Villani, qui a dévoilé les grands axes de son projet devant une centaine de partisans dans une brasserie du 14e arrondissement de Paris, constitue le début des ennuis pour le parti présidentiel. Cette prise d'indépendance du mathématicien fait d'ailleurs craindre le début d'une hémorragie interne au sein de La République En Marche, alors que 131 personnalités de la société civile ont signé une tribune soutenant la candidature du député de l'Essonne. Une division des rangs que l'ancien porte-parole du gouvernement a tenté de minimiser. En effet, Benjamin Griveaux a, à de nombreuses reprises, répété sa volonté de voir Cédric Villani rallier sa campagne, quitte à le comparer au footballeur Neymar, qui malgré ses volontés de départ est finalement resté dans son club. Il faut dire que cette candidature dissidente est ce qui pouvait arriver de pire à Benjamin Griveaux, dont le début de campagne peine à convaincre. Un début de campagne marqué notamment par de nombreux couacs, dont les insultes proférées à l'encontre de ses petits camarades de parti. Il avait ainsi déclaré, je cite, « tenir Hugues Rançon par les couilles » et estimer que Cédric Villani n'avait pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature. Résultat, Cédric Villani s'est lancé dans la bataille et Benjamin Griveaux a présenté ses excuses à la maire du premier nommé. Des excuses, symbole du malaise qui règne au sein de La République En
marche, comme si l'ancien porte-parole du gouvernement voulait à tout prix éviter une grande fuite des forces en présence. L'exécutif est donc dans l'expectative, réfléchissant à une éventuelle exclusion de Cédric Villani. Cependant, cette hypothèse pourrait encore un peu plus creuser le fossé dans les rangs LREM à 6 mois du scrutin. Une chose est sûre, la rébellion du soldat Villani rebat les cartes, alors que le duel Griveaux-Hidalgo était d'ores et déjà annoncé, comme nous le confirme Jean Messia, candidat à l'investiture Rassemblement National à la mairie de Paris. Donc il y a évidemment quelque chose à faire, d'autant plus que je pense de plus en plus de Parisiens se rendent compte de l'absurdité de la situation à Paris, de l'absurdité de la situation de la circulation, de l'absurdité de la situation au regard de la propreté, au regard de l'insécurité, au regard du tsunami migratoire. C'est sûr qu'elle tire pour le coup son épingle du jeu, puisqu'effectivement le principal challenger d'Hidalgo à la mairie de Paris était, si ça avait lieu, le seul candidat présenté par La République En Marche. Donc effectivement, le fait qu'on divise les candidats, enfin en tout cas le môle La République En Marche, fait les affaires d'Anne Hidalgo. Maintenant, les jeux sont encore ouverts. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Emmanuel Macron serait prêt à perdre Paris pour le cas où les deux candidatures LREM seraient maintenues? Rien n'est moins sûr. On peut s'attendre à un scénario surprise où on verrait, je ne sais pas moi, Édouard Philippe bombardé à la dernière minute pour essayer de rafler Paris, ce qui verrait le cas échéant une Valérie Pécresse par exemple devenir ministre de la République, enfin Premier ministre de Macron et donc moins libre. Des cartes rebattues dont la grande gagnante n'est autre qu'Anne Hidalgo, surtout lorsque l'on sait que les Républicains n'ont toujours pas établi de ligne directrice et que le Rassemblement National tarde à faire connaître sa position. La drogue pourrit la rentrée des classes en Seine-Saint-Denis où le trafic est particulièrement dense. Des parents d'élèves refusent de se résigner et se mobilisent. La réponse politique, elle, n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Olivier Frère-Jacques. Une chaîne humaine pour dénoncer le trafic de drogue, c'est une scène quotidienne qui peut être observée à Saint-Denis devant les portes du groupe scolaire Victor Hugo. Une mobilisation récurrente qui permet de formaliser l'hostilité des parents d'élèves au règne des trafiquants dans leur quartier et jusque dans les écoles. En effet, en mai dernier, des dealers étaient allés jusqu'à commettre leur commerce dans la cour d'un établissement de la ville. Ainsi, quotidiennement, des dizaines de parents se retrouvent pour dire stop au trafic. Ces derniers sont conscients du caractère symbolique et donc limité de leur action. La chaîne que l'on fait tous les matins, c'est vraiment symbolique. On sait bien que ce n'est pas notre chaîne qui va les empêcher d'entrer ou faire ce qu'ils souhaitent faire, mais c'est vraiment symbolique, leur montrer qu'on est là et qu'on n'est pas d'accord avec le fait que n'importe qui puisse rentrer dans l'école et faire ce qu'ils veulent dans une école. Des parents pas d'accord avec le désordre créé par le trafic et qui veulent avant tout protéger leurs enfants des dangers de la drogue. C'est pour protéger nos enfants, pour dire que nous sommes contre la drogue, contre l'envahissement de l'école de nos enfants. De telles mobilisations avaient déjà eu lieu avant les vacances d'été et ont repris de plus belle avec la rentrée scolaire, témoignant ainsi de la détermination des parents d'élèves. Le groupe scolaire Victor Hugo de Saint-Denis, placé entre les cités Gabriel-Péri et Delaunay-Belleville, est au milieu de deux des plus importants centres de trafic de drogue du département de Seine-Saint-Denis. La mairie communiste de la ville, elle, a compris son intérêt électoral dans l'affaire et soutient le mouvement. Exit donc le laxisme habituel et place, même dès ce mois de septembre, à la venue d'une vingtaine de personnels de police supplémentaires. Une arrivée de policiers rendue possible par la mise en place du dispositif dit de QRR, quartier de reconquête républicaine, créé en 2018 par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Mais il n'y a pas que les autorités locales qui montrent des signes de compréhension auprès de la population. Période électorale oblige, le préfet se fait le relais de l'exécutif et a même reçu une délégation de parents d'élèves, parents qui réclament des mesures de sécurité mais aussi plus de moyens pour l'éducation et la santé notamment. Les enchères vont donc monter avec les élections locales de 2020. Le bilan d'Emmanuel Macron en la matière, lui, est particulièrement mauvais après des annonces musclées, notamment en mai 2018 quand il parlait d'embrasement des banlieues et d'organisation internationale du crime à combattre. Le président et ses équipes sont depuis tout à fait inactifs.
trop occupés à défendre telle communauté ou à préparer telle autre élection. Le ministère de l'Intérieur plancherait actuellement sur un plan de lutte contre le trafic de drogue quand celui de la justice aurait déjà proposé un panel de petites réformes. Des gesticulations gouvernementales en la matière devraient ainsi avoir cours dans les mois à venir, mais aucun changement radical n'aura lieu durant le quinquennat. Et pour cause, s'attaquer frontalement au trafic de drogue revient à envisager un affrontement direct avec les banlieues, dont ce trafic constitue un moteur économique, un affrontement dont le président et le gouvernement ne veulent certainement pas. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Le pape François crée 13 nouveaux cardinaux le 5 octobre prochain. L'annonce a été faite le 1er septembre lors de l'Angélus. Parmi eux, 3 jésuites et 10 électeurs qui portent le total des cardinaux électeurs à 128, dont une majorité nommée par l'actuel pensionnaire du Saint-Siège. Les choix de l'évêque de Rome sont une nouvelle fois marqués par le progressisme. Ainsi, le futur prince de l'Église, Monseigneur Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, plaide ardemment pour l'accueil de migrants. Quand Monseigneur José Tolentino Calassa de Mendoza est un des soutiens inconditionnels de sœur Maria Teresa Forcares y Villa, favorable au mariage homosexuel et à l'avortement. L'armée américaine va payer 3,6 milliards d'euros pour 280 km de murs à la frontière mexicaine. Donald Trump se précipite. À sa demande, le ministère de la Défense a décidé de reporter 127 projets de construction et de modernisation pour que le trublion milliardaire ait finalement son mur. Le détail du projet n'a pas été décrit à la presse par le Pentagone, mais à terme, il devrait permettre de réduire la présence frontalière des forces armées. Le chef de file des démocrates a toutefois déclaré qu'il s'agissait d'une véritable gifle pour l'armée, le tout pour un mur que le Mexique était censé payer. Les responsables de Génération Identitaire font appel suite à l'opération Defend Europe menée au col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes pour stopper les migrants tentant de passer la frontière. Ils étaient poursuivis par la justice. Il y a une semaine, le tribunal correctionnel de Gap a requis 6 mois d'emprisonnement pour les 3 responsables, Clément Galland, Romain Espinot, Damien Rieu, ainsi que 2 000 € d'amende et 5 ans de privation de droits civiques pour chacun. Le mouvement Génération Identitaire est en outre condamné à verser 75 000 € de dédommagement pour l'organisation de cette manifestation non violente. La crise politique et sociale continue à Hong Kong. Depuis 3 mois, les manifestations violentes pour protester contre l'autorité et l'ingérence grandissante de la Chine s'enchaînent et se ressemblent. Après un week-end de forte mobilisation, lundi 1er septembre, des manifestants étudiants ont bloqué des lignes de métro et tenté de détruire des infrastructures des gares. Ils ont été violemment délogés par la police qui a procédé à de nombreuses arrestations. De nombreux heurts ont lieu entre policiers et manifestants depuis le début de la mobilisation et plus de 1100 personnes ont été arrêtées, dont des députés et des figures du mouvement. Le chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, devrait retirer aujourd'hui le texte autorisant des extraditions de suspects vers la Chine pour apaiser les tensions, mais de son côté, Pékin laisse planer des menaces contre les manifestants. La fraude à l'aide sociale se généralise toujours plus. Le dernier recensement des personnes vivantes étant centenaire comptabilisait 31 000 personnes. Or, les administrations d'aide sociale ont sur leur fichier plus de 3,1 millions de centenaires réputés en vie. Une fraude massive sur les morts vivants qui sont vampirisés par des proches mal intentionnés qui souhaitent profiter du système social français. Une fraude qui représente, selon une estimation basse, plus de 14 milliards d'euros. Touche pas à mon président. Alexandre Benalla vole au secours d'Emmanuel Macron qui avait été menacé par la légende brésilienne du MMA, Renzo Gracie, de se faire tordre son cou de poulette. Le proche chevalier du président propose ainsi au champion un octogone, c'est-à-dire un combat dans une cage à Paris. Pour l'heure, pas de réponse de l'intéressé qu'Alexandre Benalla a qualifié ensuite de clown et, je cite, « Vous allez le comprendre quand vous allez voir son nez rouge ». Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. L'ancien rédacteur en chef adjoint de l'agence France Presse, Gérard Bardy, s'est intéressé à la crise des Gilets jaunes. 50 ans après mai 68, il fait une comparaison entre la gestion de crise d'Emmanuel Macron et celle du général de Gaulle. Ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont de Gaulle a su sortir en 6 semaines
de la crise de 1968, qui était une crise profonde, une vraie crise de quasi-civilisation, en tout cas de génération, avec les universités qui étaient bloquées, des violences dans les rues et les usines qui étaient paralysées. Et en 6 semaines, on a trouvé les moyens du dialogue et les moyens de remettre la machine France en marche. Et puis aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, que je ne soutiens pas à 100% toujours, parce qu'il y a des excès, des débordements, des violences acceptées, tolérées, voire encouragées, que je ne peux pas soutenir, évidemment. Mais il s'agit d'un mouvement profond qui doit être entendu. Et voilà, on s'approche cette fois de la fin de cette édition. Tout de suite, la France de Campagnole avec Christian Combaz. Et c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a vraiment un phénomène de l'été que peu de politiques prennent en compte et dont le patron du café m'a permis d'analyser assez finement l'évolution. C'est la tablée familiale ou amicale qui a tendance à croître en volume, en surface, à la faveur du manque d'argent et aussi cette année à la faveur du beau temps. Parce que disons-le, cette année dans le sud-ouest, le temps a été incroyablement constant en température, ce qui fait que nombre de vacanciers à base familiale, comme ça, c'est-à-dire avec une vieille maison de famille dans le Lot ou dans le Tarn, se sont dit, pas la peine d'aller s'entasser sur la côte où il fait 40 degrés, restons ici. Et dans ces familles, on peut dire que la fracture sociale est passée, mais elle a eu pour effet d'évincer littéralement le parvenu de service de la famille, celui qui a son logis à 3, vous savez, son salaire de 8 000 €. Et bien, cette année, il n'est pas venu. Il en avait probablement assez d'entendre parler de Macron à table et il a eu raison de ne pas venir parce qu'on en a beaucoup parlé en effet. Et c'est là que les politiques devraient observer la situation avec plus d'attention. Pour une fois, les gens se sont dit, c'est mieux que Jean-Michel soit pas venu. Je peux plus le supporter avec sa bagnole, avec ses enfants mal élevés qui disent pas bonjour, avec ses copines à répétition, avec ses conversations avec New York sur le portable, là, dans un anglais à couper au couteau, du genre « But I told you many times, Robert », etc. Nous sommes 6 ou 8 couples, nous avons les mêmes difficultés, nous sommes complètement dépassés par la vie qu'on nous impose. Et à table, nous passons notre temps à nous demander « Est-ce que tu crois que ça va reprendre les gilets jaunes à l'automne ?» Et dans cette question, il y a toujours un mélange de crainte et d'espoir. La plus représentative de toutes ces familles à Campagnole a une partie italienne et c'est important parce que au thème ce Macron, etc., s'ajoute le thème ton Salvini. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, sauf sur un point, c'est qu'ils vivent à crédit, non parce qu'ils ont changé de vie, mais parce qu'ils n'ont pas voulu en changer justement. Ça faisait 20 ans qu'ils avaient de quoi partir en vacances en Andalousie, en Crète, etc. Depuis 5 ans, ils n'ont plus les moyens, mais ils le font quand même, ils le faisaient quand même en ponctionnant leurs économies. Désormais, il n'y a plus d'économie. Et les enfants campent dans le jardin de la maison parce que tout le monde est revenu au bercail faute d'argent. Donc on recommence à aller se baigner à la rivière. On n'a jamais vu autant de balles populaires que cette année, autant de soirées moules frites, de concours de pétanque, de vide-grenier. Dans les moindres recoins, l'animation locale a dû suivre parce qu'il y avait plein de gens, beaucoup plus de gens que d'habitude, que les autres années. Et l'hôtelier m'a dit, c'est simple, il n'y a plus de fric. Donc les gens restent ici. C'est lui qui m'a dit, il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est qu'il joue, figure-toi, au loto, alors qu'avant, les bourgeois, enfin en tout cas les gens à peu près aisés, ne jouaient pas. Mais maintenant, les bourgeois ont tous un fils chômeur avec 2 enfants, et là, on a vraiment changé d'époque, me dit-il. Résultat, je fais moins de repas, mais beaucoup plus d'apéros. Les gens boivent jusqu'à 2 ou 3 mojitos pour rester ensemble en terrasse jusqu'à 11 h, et ils se montent le bourrichon en disant, à la rentrée, il faudra que ça change, on va pas les laisser nous prendre pour des esclaves pendant qu'ils montent des réseaux de prostitution de luxe, pendant qu'ils vendent les aéroports, pendant qu'ils se déplacent en avion privé pour une finale de coupe, et pendant qu'ils mangent du homard sous les lambris.
Ah, une autre chose à Campagnol, l'été, il y en a un par famille désormais qui se dévoue chaque semaine pour descendre à Narbonne ou à Sète pour acheter des cigarettes de contrebande. Et quand ils voient un ministre qui parle d'urgence sociale à la télé, ils disent devant le poste, l'urgence sociale, c'est quand on voit ta gueule. Je sais, j'étais là. Et donc, il était question, ce jour-là, du saccage des permanences du parti au pouvoir, et les gens n'avaient pas l'air tellement affligés autour de moi. En somme, j'ai trouvé ces vacances très instructives. Vous aussi sans doute, vous aussi peut-être. Abonnez-vous, merci.